Et alors que ce week-end, les rebelles Touaregs au Mali, alliés au groupe djihadiste, ont pris le contrôle de Kidal, dans le nord du pays, c'est toute une nation qui semble prête à basculer. Même si les rebelles ne revendiquent pas de prendre le pouvoir, la situation est critique. Le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué, le chef des renseignements gravement blessé et le général Assimi Goïta, le chef de la junte, n'a pris la parole qu'hier après des jours de mutisme. La reconquête du Nord était en effet une promesse de la junte après sa prise de pouvoir par la force en 2022 et sa rupture avec la France. Alliée aux mercenaires russes de l'Africa Corps, l'ancien groupe Wagner, la junte avait réussi à reprendre Kidal en 2023 après plus de 10 ans de contrôle rebelle. Sa chute aujourd'hui interroge la force et la faiblesse de la junte et de l'armée malienne, alors que toute la région est en proie à la menace djihadiste. Alors une question, l'armée malienne est-elle au bord de l'effondrement? Un invité ce soir pour nous éclairer et nous accompagner dans cette actualité, Abdoulouab Sissé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire militaire, spécialiste du Mali, associé à l'université Paris 1 IMAF, Institut des mondes africains. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Réveil chaotique à Bamako ce samedi. Depuis les premières heures du matin, des détonations et des tirs retentissent un peu partout dans la capitale malienne et plusieurs autres grandes villes du pays, à proximité d'importants sites militaires. À l'origine de ces attaques, des groupes terroristes, selon les forces armées maliennes, qui affirment maîtriser la situation. Ils ont immédiatement essuyé des violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des femmes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits. Les opérations de ratissage continuent. La situation est sous contrôle. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les vidéos des combattants prenant le contrôle d'infrastructures militaires se multiplient. Cette vaste opération, qui serait principalement menée par les rebelles Touaregs du Front de libération de l'Azawad, aurait permis la prise de plusieurs districts de leur ancien bastion Kidal et de la ville de Gao. Des tirs ont également été entendus à Kati, près de Bamako, où se trouve la résidence du chef du gouvernement militaire, le général Assimi Goïta, mais aussi à Sévaré et à Mopti. Reportage signé TV5 Monde, et je voudrais, pour commencer, Abdoulouab Sissé, vous faire commenter les propos tenus par le porte-parole des rebelles Touaregs. Le régime va tomber. Est-ce que c'est aujourd'hui une chose crédible que de croire à ces propos? Alors, si le régime va tomber ou pas, je pense que c'est un objectif des groupes rebelles, la chute du régime en place et toutes ces attaques, ils ont justement pour objectif d'affaiblir le régime et pousser notamment à la chute du régime. Mais la chute du régime, il me semble que n'est pas à l'ordre du jour, à mon avis. Pourquoi cela vous semble pas à l'ordre du jour? Qu'est-ce qui vous fait dire au fond que cette junte malienne peut encore tenir? Ce qui fait dire aujourd'hui, un autre changement de régime au Mali mènerait sans aucun doute à un autre chaos et le Mali peinerait à se relever d'un autre changement de régime à l'état actuel des choses. Ça, c'est pour les Et conséquences. Mais alors, quelle effectivement, est la force, la résilience de ce régime actuel? je fais tenir aujourd'hui, il faut croire à une chose. Après ces attaques, il y a quelque chose qui s'est encore passé. Certes, il y a encore des critiques, des critiques très, très vivaces à ce régime-là, mais encore le soutien reste là. Le soutien est là et aussi bien à l'intérieur du Mali, Mhm. au sein de la population notamment, et aussi au sein de l'armée, même si on peut constater que certaines dissidences on peut craindre des dissidences à l'intérieur de l'armée, au sein de l'armée malienne. Mais la chute du régime, à ce stade, je pense que c'est aller très vite en besogne. Et c'est surtout l'objectif des groupes de rebelles et des groupes djihadistes notamment. On l'a Aussi. dit, la grande actualité du week-end, le point sur lequel l'inquiétude s'est focalisée, c'est le fait que cette ville du nord de Mali, Kidal, a été conquise par les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad et leurs alliés djihadistes. Quel est ce symbole? Au fond, qu'est-ce que cela représente que cette ville du nord du Mali, Kidal, soit tombée ce week-end? C'est assez symbolique.
la prise de Kidal par les groupes rebelles et leurs alliés du JNIM. Parce que souvenons-nous, quand le régime militaire est arrivé au pouvoir, ils ont érigé comme objectif principal, et là d'ailleurs la critique qu'ils avaient faite au gouvernement civil, c'était leur incapacité à assurer l'intégrité territoriale et donc la souveraineté du Mali. Donc ils avaient érigé cela comme un objectif, et la reconquête en 2023 de Kidal était un symbole très fort qui est érigé par exemple comme étant que le Mali venait de retrouver sa souveraineté. Et la reprise de Kidal remet un peu en question et surtout vient porter un coup très fort, je dirais un coup fatal à toute la stratégie et à tout le discours qui avait été tenu par les dirigeants militaires, par le pouvoir militaire en place. Donc la reprise de Kidal, c'est un coup très, on va dire, qui vient mettre en question la stratégie des dirigeants militaires au pouvoir. Dans le même temps, ces groupes rebelles, Touaregs, ces islamistes s'intéressent à une autre ville, non pas la capitale Bamako. On va en reparler dans quelques instants, car il y a aussi une actualité forte autour de Bamako, mais s'intéressent à la prise de Kati. Kati, c'est une ville du sud-ouest du Mali. Pourquoi cette ville intéresse-t-elle aussi les rebelles? Alors, Kati, c'est une ville, on va dire, c'est une ville garnison. Pour ceux qui connaissent Bamako ou qui ont déjà visité Bamako ou viennent visiter le Mali, Kati, c'est une ville garnison qui se situe à 15 kilomètres de Bamako, et c'est c'est le principal camp militaire du pays. Et c'est assez symbolique aujourd'hui. Pourquoi c'est symbolique aujourd'hui? Parce que c'est la résidence, c'est le lieu où résident les principaux chefs du pouvoir actuel, le général Assimi Goïta, le général Sadio Kamara, ainsi que le chef du renseignement, le général Koné. Donc c'est une ville très symbolique, Kati. Et le fait que les djihadistes ciblent la ville de Kati, c'est une atteinte aussi, c'est atteindre même le pouvoir en son cœur, le pouvoir militaire à son cœur. On atteint Kati, ce n'est pas Bamako forcément, ou Koulouba qui est le palais où se trouve le palais présidentiel, mais Kati, c'est très symbolique, c'est incarne aujourd'hui le pouvoir politique et militaire du pays. Donc s'attaquer à Kati, c'est s'attaquer directement au pouvoir militaire et politique du pays. Et c'est une manière aussi de vraiment affaiblir le pays, on va dire en plein cœur du pouvoir. Et alors la capitale et Bamako, cette ville ne les intéresse pas. Les rebelles ont aujourd'hui annoncé vouloir former un blocus autour de la capitale. Ce sont des pratiques régulières au Mali, à Bamako, que de créer un blocus, notamment pour tenter d'amoindrir les réserves énergétiques de la capitale. La prise de Bamako, c'est une chose inconcevable aujourd'hui par les rebelles. Alors, disons les choses, aujourd'hui, l'objectif, quand on l'analyse, ce qui s'est passé à Bamako et au Mali, disons, ce week-end dernier, c'est surtout une gradation de ce qui se passe depuis plusieurs mois. C'est-à-dire un blocus. Le blocus avait déjà eu lieu il y a quelques mois autour de Bamako. Et le nouveau blocus qui vient d'avoir lieu, a pour but justement d'asphyxier le pouvoir, d'asphyxier Bamako en soi, d'asphyxier le pouvoir politique, et aussi inciter en quelque sorte à un soulèvement populaire contre le régime en place. Et quand on dit que le pouvoir va tomber, le but c'est la chute du régime. Donc toutes ces actions visent à asphyxier Bamako, visent à asphyxier le pouvoir politique pour essayer de créer une certaine pour que le peuple puisse se désolidariser justement du pouvoir en place. Il y a une idée tenace, Abdoul Wahab Cissé, dans l'opinion publique malienne, idée selon laquelle les rebelles seraient indirectement soutenus par la France. Pourquoi? Parce que cela permettrait à la France de garder la junte dans sa main, de garder une partie de l'armée malienne de son côté, parce que le Mali aurait nécessairement besoin de l'ancien colonisateur. Est-ce que cette idée, là aussi, vous semble crédible, une intercession de la France auprès des rebelles? Alors, cette idée, elle est vivace et elle ne date pas Mhm. d'aujourd'hui, si je puis me permettre. Et pour analyser aussi et parler de la question de si la France elle soutient directement ou indirectement les groupes rebelles, il faudrait faire un peu d'histoire, et ce qui serait long à faire. Mais ce qui se dire, c'est une idée très historique qui est très, très long à analyser. Et aussi, depuis quand on remonte vers la fin de la colonisation,
d'instrumentalisation. On constate bien évidemment à cette période-là déjà, c'est à cette période-là qu'émerge l'idée d'une sécession du Nord. Ça ne date pas de 1960. L'idée de sécession du Nord ne date pas de 1960. C'est d'ailleurs, ça précède l'indépendance. Dès la deuxième moitié des années 50, on parle déjà de séparation, de scission du Nord, d'indépendance du Nord par rapport au reste du pays. Donc, une idée qui a été instrumentalisée, etc. Mais à cette période-là, ce que je peux dire à ce sujet et que mes travaux me permettent de dire, c'est que dès cette période-là, en 50, 60, cette idée, il y a eu aussi une certaine instrumentalisation de l'antagonisme entre guillemets blanc-noir, c'est-à-dire la population du Nord et du Sud. Et vers la fin de la période coloniale, l'armée française avait une certaine, si l'on peut le dire, l'armée française a toujours considéré, on va dire, par rapport aux autres colonies, le Mali, ou même plus particulièrement le Nord, comme son territoire, on va dire comme son fief, disons-le. Et certains leaders indépendantistes ont bénéficié tout à fait du soutien de certains officiers français, notamment en termes de conseils je pense notamment aux renseignements. Ce sont les renseignements français aussi qui le disent, les archives le disent. Donc voilà, c'est une idée très vieille qui est très vivace, d'accord, et ça a la peau c'est pour très dure. l'histoire. Et aujourd'hui, alors, quel est votre sentiment, votre analyse sur la possible instrumentalisation par la France d'un conflit comme celui-ci et un soutien direct ou indirect, vous nous le direz, de ces rebelles? Alors, le soutien direct ou indirect, ce qui permettrait aujourd'hui de le dire, par exemple, ceux qui disent cela, ils s'appuient notamment sur certains éléments, comme par exemple la présence en France de leaders indépendantistes, des leaders rebelles. Donc voilà, donc ce sont ces éléments qui permettent aujourd'hui de dire à ces gens que la France instrumentalise et soutient indirectement ces rebelles Touaregs, justement, parce que par France aussi, son départ, on va dire, est resté un peu à travers la gorge de la manière dont la France a quitté le Mali. Donc voilà, là, affaiblir aussi, ce sont jusqu'ici, on va dire, en l'absence de preuves tangibles. Je suis historien, je travaille à l'aide d'archives et de sources. Et de sources qui sont très tangibles. Mais en l'absence de cela, il est difficile aujourd'hui, d'affirmer des choses dans ce sens-là. Mais, bien évidemment, pas mal d'autres analystes évoquent cette éventualité-là. Alors intéressons-nous à vos travaux, Abdoul Wahab Cissé, qui portent très largement sur l'armée malienne elle-même et son histoire. Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un reportage signé Arte intitulé Mali, la résistance contre Wagner. Regarde, tu avances avec celui-là, tu vas jusqu'au bout, et avec l'autre, tu tournes. Tiens, vas-y, essaye. Je forme les débutants sur l'ordinateur avant qu'ils le fassent pour de vrai. Descends un peu, oriente le viseur vers le bas. J'ai connu les drones avec la guerre en Ukraine. Sur Twitter, j'ai vu des combattants russes et ukrainiens. C'est là que j'ai appris à piloter. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai trouvées sur les drones kamikazes et ceux qui lâchent des charges explosives. C'est comme ça que j'ai appris à piloter. On a ciblé les citernes d'essence, un relais de drones et l'endroit où se trouvait Wagner. Ça, c'était nos cibles. Ici, Abdoul Wahab Cissé, on est côté Touareg, côté rebelle. Quel est aujourd'hui l'état de l'armée malienne? On sait qu'elle emploie également des drones. À quel point est-elle moderne, efficace, et surtout cet échec à Kida laisse une opprobre pour cette armée? Alors, est-ce qu'il est propre pour cette armée? Je dirais d'abord, si cette attaque a eu lieu, je pense qu'il y a, si on peut parler, c'est surtout une défaillance en termes de renseignement. C'est surtout à ce C'est le sens-là. renseignement qui a échoué? Surtout, je pense que c'est surtout une question de renseignement parce que après cette attaque, on peut le constater quand même, les forces armées maliennes ont pu réagir à ce qui s'est passé. Donc c'est surtout, je le dirais, c'est surtout une question de renseignement, de voir à quel moment en fait il y a une défaillance en fait au niveau du renseignement. Et comment se porte l'armée malienne aujourd'hui? Il est assez
Assez complexe de le dire parce que quand les autorités militaires sont arrivées au pouvoir, tout le monde avait à l'esprit la déliquescence de l'armée malienne pendant cette période-là. Et ils ont fait aussi ériger comme entre guillemets, la montée en puissance de l'armée malienne comme étant un de leurs objectifs. Et aujourd'hui, force est de constater, par après certains revers et certaines défaites que l'armée malienne a connues, qu'en tout cas, même si il y a une montée en puissance, entre guillemets, en tout cas la capacité, elle reste encore limitée pour faire face aux menaces qui traversent le pays aujourd'hui. Ce que vous démontrez, notamment dans vos travaux, c'est que l'histoire malienne est faite de tensions fortes entre l'armée malienne et la population malienne. Comment est-ce qu'on explique justement ces tensions récurrentes, intrinsèques, systémiques, au moins depuis l'indépendance en 1960? Alors, le rapport entre l'armée malienne et la population, il est assez complexe. Et il est assez complexe, et je dirais plus globalement avec la population malienne, et plus particulièrement avec les leaders civils, les pouvoirs politiques. Donc, lorsque l'armée malienne, sa place dans la nation malienne, elle n'était pas acquise, on va dire, au lendemain des indépendances. Il s'est occupé une position, on va dire, quelque peu marginale par rapport à la société malienne quand on veut faire une certaine Mhm. hiérarchisation des classes socio-professionnelles. C'est surtout le coup d'État de 68 qui va permettre à l'armée malienne de se repositionner, de se replacer, on va dire, si je puis dire, au sommet de la hiérarchie sociale malienne. Et les années 68-91, qui sont marquées par une dictature militaire, ont quand même contribué, ont creusé le fossé entre l'armée et les populations Vous parlez de maliennes. l'émergence d'une bourgeoisie militaire, notamment dans cette période. Je parle de l'émergence d'une bourgeoisie militaire pendant cette période-là, en faisant référence à la constitution de cette élite militaire qui s'accapare notamment des richesses et aussi de tous les privilèges liés à la gestion du pouvoir politique. Donc, cette période est une période aussi de tension entre l'armée et la population malienne qui a conduit à la chute du régime en place en 1991. On sait aussi que dans cette période que vous décrivez, je parle des années 60-70, les armées africaines, au sens large, constituent un enjeu diplomatique de premier plan dans le cadre de la guerre froide. Dans ce cadre-là géopolitique, comment l'armée malienne se positionne? Est-ce qu'elle se rapproche de l'une des deux grandes puissances en présence? C'est très intéressant et c'est très intéressant comme question. Parce que durant cette période, si l'on regarde, le Mali accède à son indépendance dans une situation assez particulière et qui a entraîné des bruits et des ruptures avec la France. Donc le Mali se rapproche de l'URSS de l'époque. Donc les premiers, on va dire, les officiers maliens, l'équipement militaire malien provenait de l'URSS et de ses satellites. Mais ce qui est très intéressant à observer et qui constitue aussi une certaine particularité entre ce qui s'est passé en 68 et aujourd'hui, c'est-à-dire le Mali s'est rapproché de l'URSS sans pour autant rompre définitivement avec le bloc de l'Ouest. C'est-à-dire, les unités d'élite de l'armée malienne, ce qu'on appelle aujourd'hui les bérets rouges, les commandos parachutistes, ces unités d'élite sont constituées par les États-Unis en 1961. Or, quand on prend le gros de l'armée, les autres contingents de l'armée sont constitués d'équipements et sont entraînés par l'Union soviétique. Donc il y a une sorte de syncrétisme entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Malgré la rupture qui avait eu lieu entre la France aussi et le Mali vers la fin des années 60, en 66-67, le Mali se rapprochait, c'est aussi à tenter des rapprochements avec la France pour essayer de trouver des compromis sur des questions d'équipement et autres choses. Donc les autorités de cette époque n'ont pas forcément rompu totalement tous les liens avec l'Est ou l'Ouest, mais joué un peu le jeu de la guerre froide aussi. Vous l'avez dit, hein, les militaires au Mali gardent le pouvoir entre 1968 et 1991. À partir de 1991, quelle place occupe l'armée dans la société malienne parmi le pouvoir politique également? Vous expliquez qu'il demeure incontournable malgré tout. L'armée demeure incontournable. En 91, le pouvoir militaire chute à l'issue d'une vague d'une contestation populaire réprimée dans le sang par l'armée. Et
l'armée n'avait pas comment on va le dire, n'était pas vraiment bien vue des populations pendant cette période-là. Mais ce qui va, les autorités, à mon avis, les autorités de la transition, Amadou Toumani Touré, qui qui a fait le coup d'État et dirigé la transition, je pense que les autorités de la transition à cette époque-là ont joué un rôle important. C'est-à-dire, essayer, arriver à dissocier de 23 années de dictature militaire, à dissocier les leaders qui ont dirigé cette période-là, à dissocier leurs actions à l'armée dans dans sa globalité. Donc, c'est ce travail-là, à mon avis, qui a été très important à faire et que à la fin des années 90, entre 90, 91, surtout le début des années 90, lorsque le pouvoir civil arrive avec Alpha Oumar Konaré, donc le procès qui va avoir lieu, le procès crime de sang, il est d'ailleurs notoire de noter, il est d'ailleurs intéressant de noter que à l'issue de ce procès, les officiers qui vont être condamnés, ce sont principalement des officiers qui ont occupé des postes politiques. Donc, pas forcément des officiers qui ont occupé des postes qui étaient à la tête du commandement, on va dire, proprement militaire. C'est-à-dire, le pouvoir politique, Moussa Traoré on va dire, et ses lieutenants sont condamnés. Ils portent la responsabilité, on va dire, politique, morale de la chose. Mais qui d'autre, par exemple, porte la responsabilité pénale de cette chose-là? C'est-à-dire les autres officiers qui ont ouvert le feu, notamment sur les populations. Donc, après cet événement majeur, l'armée ne s'est jamais retirée de la vie politique du pays. Elle n'est pas sur le devant de la scène. On va dire, elle s'est fait petite parce qu'elle sort d'une période de répression, de répression très sanglante. Mais derrière, en filigrane, l'armée demeure toujours un acteur incontournable de la vie politique malienne. Et aujourd'hui plus que jamais, la junte actuelle présente, comment est-elle perçue, considérée par la population malienne? De quelle assise sociale jouit-elle aujourd'hui? Alors, il faut faire comment dire, regarder, un peu, faire un petit recul pour voir comment, quand ce pouvoir est arrivé, les militaires sont arrivés au pouvoir. Ce qui est remarquable, c'est à noter, c'est tous les régimes qui arrivent, les régimes militaires qui sont arrivés, ils ont eu le soutien de la population. Parce qu'ils ont été acclamés par les populations. Aussi bien en 68, en 91, c'est beaucoup plus nuancé, qu'en 2020, lorsque le général Assimi Goïta est arrivé au pouvoir. Donc voilà, la gestion du pouvoir politique par les civils, faite par exemple, de corruption et de tout ce qui va avec, entraîne une frustration au sein de la population qui fait que lorsque ces régimes chutent, forcément les populations attendent, euh, accueillent cela comme réjouissance, une Et est-ce que jouissance. ça dure alors, ce Est-ce que soutien? ça dure? Aujourd'hui, il faudrait peut-être faire un sondage, Mm. et que c'est très difficile d'être au Mali aujourd'hui pour faire un sondage pour voir l'assise, mais ce qui est certain, c'est que les critiques qui ne pouvaient pas avoir lieu en 2000 commencent à émerger aujourd'hui. Lorsque le chef de la junte, Assimi Goïta, a pris hier la parole pour parler de la crise actuelle qui traverse le Mali, il y avait à ses côtés un homme plus ou moins discret qui est l'ambassadeur de Russie au Mali. Évidemment, cela pose la question de l'ingérence de la Russie auprès du gouvernement malien, de la junte malienne et de l'armée en particulier. Alors, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors, est-ce qu'il faut le voir comme une ingérence russe ou pas? Mais je dirais que ça illustre encore le choix stratégique diplomatique des dirigeants en place, c'est-à-dire dans Le son choix de la Russie. le choix de la Russie qui est un choix assumé, malgré parce qu'il y a pas mal de discours qui ont été tenus sur l'efficacité du partenariat entre le Mali et la Russie, mais là, le fait de s'afficher aussi et d'accueillir l'ambassadeur russe montre aussi que le régime assume ce choix politique, ce choix diplomatique-là, le choix de la Russie, et je pense pas qu'il soit sur le point de changer de cap. L'ancien groupe Wagner, Africa Corps, qui œuvre sur des missions bien précises en soutien à l'armée malienne. Que représente-t-il comme soutien? Est-ce un soutien efficace, important, nécessaire même pour cette armée nationale? Est-ce un soutien efficace? Ça, difficile de dire, dans la mesure où les régions Kidal est tombée.
Donc voilà. Et on voit que ce groupe Africa Corps se sont retirés de Kidal à l'arrivée lorsque les djihadistes et les groupes, le Front de libération de l'Azawad ont occupé le lieu. Donc l'efficacité aujourd'hui est très difficile à mesurer. Très difficile à mesurer dans la mesure où l'accès à l'information à ce stade-là demeure très difficile. Donc c'est une question d'accès à l'information et d'avoir des éléments de réponse sur l'efficacité de ce partenariat-là. Le seul élément de réponse qu'on peut avoir, ce sont les discours des dirigeants politiques, des dirigeants militaires aujourd'hui en place et qui l'on sait, franchement, est-ce que réellement on peut, par exemple, est-ce qu'on a toute la vérité sur la chose? C'est une question. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assumé aujourd'hui et que les dirigeants en place ne reviennent pas là-dessus, ne remettent pas en question. Merci beaucoup, Abdoul Wahab Cissé, d'être venu au micro de France Culture, docteur en histoire militaire, spécialiste du Mali, associé à l'université Paris 1 IMAF, institution des mondes africains. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bruno Barada, Rodi Eken, Bertie Bourdon, une émission mise en ondes et réalisée par Léa Racine.